La campagne a été très disputée. Les deux principaux candidats donnant tout pour convaincre une Amérique de plus en plus divisée. Mais Donald Trump a perdu le droit de rempiler pour 4 ans à la tête des États-Unis d'Amérique. C'est en effet son challenger, Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, qui a été choisi par les Américains dans leur majorité. Celui qui va devenir le 46e président des États-Unis a dû patienter 4 jours pour s'assurer de remporter au minimum de son 73 grands électeurs. Il pourra dire merci à l'État clé de Pennsylvanie qui a validé son élection. Mais comme on pouvait s'y attendre, cette victoire de Biden sera contestée par Donald Trump qui a crié à la fraude et revendiqué sa victoire le jour même du vote et les jours suivants. De par le monde, les félicitations à l'endroit de Biden se sont multipliées et même aux États-Unis où l'ancien président George Bush républicain a appelé Biden pour le féliciter de sa victoire dans une élection fondamentalement honnête aux résultats clairs. Cette victoire est néanmoins historique car elle permet pour une première fois la cession à la vice-présidence d'une femme, Kamala Harris. Qu'est-ce qui pourrait changer dans la prise du pouvoir par ce duo inédit de démocrates? Doit-on s'attendre à un changement fondamental dans la politique américaine? Quid du Moyen-Orient qui, dans sa majorité, salue cette élection en Afrique où la victoire de Biden a été saluée, parfois même célébrée par endroits. Que peut-on attendre de cette élection? États-Unis, Joe Biden, déclaré président élu, revirement de la politique américaine en Afrique. C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour Johannes. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Zachary Gambo, bonjour. Oui, bonjour Johannes. Vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien La Flamme du Golfe. Messieurs, Joe Biden qui gagne les élections face à Donald Trump, selon les résultats annoncés par les médias américains. Est-ce que Lamine Cissé, cette victoire est surprenante? Pas du tout, elle n'est pas surprenante. Celui qui voit le parcours de Trump durant ces 4 années et celui qui remarque également que Trump a remplacé un Barack Obama qui était venu aux États-Unis dans une période de crise, d'abord économique, de tensions sociales énormes, puisque les États-Unis étaient engagé dans plusieurs fronts, tout à fait, y compris l'Irak, etc. Et qui a pu en 8 ans, n'est-ce pas, créer ce qu'on appelle la stabilité dans la gouvernance mondiale, la stabilité dans la gouvernance sociale également, avec son Obamacare, etc. Et également qui a pu montrer au peuple que nous sommes tous les mêmes. Je me rappelle de son fameux discours en Égypte, où il faisait allusion au verset du Coran, tout ça. Mais un Trump est venu maintenant pour désorganiser, violer les droits internationaux, etc., montrer une Amérique sans discipline et créer des clivages sociaux, n'est-ce pas, enrichir les plus riches. Je crois que c'est toute cette politique qui a payé, qui fait qu'aujourd'hui, plus de 10 personnes, c'est-à-dire 8 personnes sur 10 aimeraient qu'il débarrasse, n'est-ce pas, les planchers. Alors, semble-t-il, cette élection a été très disputée, notamment dans certains États où on avait vu l'actuel président Donald Trump en tête, et puis finalement ce sont les votes électroniques qui ont permis à Joe Biden de repasser devant. Est-ce que le vote électronique a pesé dans cette élection, selon vous, Zachary Gambo? Oui, merci beaucoup. Selon moi, le vote électronique a beaucoup pesé en faveur de Joe Biden, parce que, vous savez, c'est un État qui a tellement évolué sur le plan de la technologie et tout. Donc, il n'y a pas de solution pour Donald Trump de gagner cette élection si le système électronique est bien mis en place. Donc, et on ne peut que réjouir de la victoire de Joe Biden, parce que, comme on le dit beaucoup de débatteurs ici sur le plateau, et tout ce qui est l'autre qui était
établi en Amérique est renversé en 4 ans par le président Donald Trump. Oui, donc, tout le monde, tous les Américains, tous les pays européens, même africains, doivent se réjouir de l'élection de Joe Biden. Alors, le duel entre les deux candidats a été particulièrement virulent. Et qu'est-ce qui peut l'expliquer selon vous, Zachary Gango? Bon, vous savez, quand il y a 2 candidats qui sont allés à ces élections, donc il y a certainement le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État au niveau qui se trouve dans les mains de Donald Trump et qui faisait tout, c'est-à-dire qui faisait tout pour quand même revenir une seconde fois à la tête de l'Amérique. Mais de l'autre côté, donc lui, il a ses partisans. Il a ses partisans sur le terrain et ceux-là aussi militent pour son retour au pouvoir. De l'autre côté, nous avons aussi les partisans de Joe Biden qui aussi militent pour que Joe Biden remporte l'élection. Donc le combat doit être très dur, serré, mais finalement, c'est Joe Biden qui a pu quand même remporter cette élection. Voilà. L'ancien vice-président, oui, Lamine Cissé. Non, cette question, parce qu'en fait, il faut voir un peu que c'est la nature même de l'Américain. Parce que cette situation-là, on l'a à peu près vu entre Al Gore et comment dire, Bush. Tout en 2000. C'est le comptage, mais ça n'a pas été aussi cool. Ils ont réglé ce problème-là. Tout à fait. Ça a même impacté un peu la passation entre Clinton et... Mais ce n'est pas aussi tendu. Mais je voudrais tout simplement dire que Trump représentait une autre Amérique qui existe en Amérique. Tout à fait. La preuve, il continue à avoir beaucoup de partisans. Oui, parce qu'en fait, 70 millions de votants. Tout à fait, c'est beaucoup. C'est extrêmement important. Par exemple, on dirait, en France, il y a Le Pen, deuxième tour, on le laminait. Mais 70 millions, et quelquefois ils sont à coude à coude, ça veut dire que les États-Unis d'Amérique, il y a un problème énorme, un problème sociétal qui est énorme. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Il y a des gens qui croient, n'est-ce pas, à la domination par la force. Il y a des gens qui n'ont pas un idéal humain. C'est-à-dire qu'il faut le matérialisme, il faut s'imposer, il faut être arrogant, il faut de l'indiscipline. En fait, c'est ça. C'est ce côté de l'Amérique qui est en train de se matérialiser à travers, Trump. Mais heureusement, la grande majorité, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas voté, mais la grande majorité a dit non, il faut changer de cap. Nous souhaitons une Amérique qui donne le modèle. Et c'est ce que ça met en cause également, c'est la démocratie américaine. Alors, aujourd'hui, on a l'impression aussi que beaucoup d'Américains se retrouvent à travers Donald Trump dans sa façon de communiquer, d'être présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Est-ce que ce n'est pas aussi ce côté-là qui le rend accessible ou pourquoi pas, je dirais, qui facilite le contact avec les Américains? Bon, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, quand on est à ce niveau où Donald Trump se trouve aujourd'hui, on développe des stratégies pour quand même empâter le citoyen. C'est-à-dire ceux-là qui sont avec Donald Trump ont raison d'être parce qu'ils tirent profit. Ils tirent profit, ils ne peuvent que se comporter de cette manière, telle qu'ils se comportent et que nous voyons. Donc, la manière de communiquer de Donald Trump, bon, c'est la nouvelle technologie. On ne peut pas lui dénier ça. Donc, la technologie, il y a des acteurs qui travaillent dans ce sens-là, qui travaillent pour quand même rendre visite l'image de Donald Trump. Mais tout ce qu'il fait va dans le sens de détruire peut-être, de remettre en cause l'ordre établi. Donc voilà ce que je pense. Donc il doit avoir ses partisans, il doit avoir des gens qui vont l'applaudir pour dire bon voilà ce qu'il fait bon, comme partout dans tous les pays occidentaux ou africains ou tout là. Les chefs d'État ont toujours des partisans, même si ce qu'ils font n'est pas forcément louable. L'ancien vice-président donc, de Barack Obama revient aux affaires. C'est notamment un homme du sérail, comme on le dit. Il a 47 ans de vie politique avant de toucher aujourd'hui à la Maison-Blanche. En politique comme dans la vie, visiblement, la persévérance finit toujours par payer. Oui, y croire, le destin également, parce qu'il faut avoir les opportunités et y croire. Joe Biden...
je crois qu'il a beaucoup appris avec sa gouvernance, en tant que policier de Barack Obama et vice-président. Il a beaucoup appris ces 8 dernières années. Et je crois que c'est... Enfin, notamment le plan de relance économique de Barack Obama qui lui a été confié. Oui, mais c'est-à-dire, en fait, quand Trump est venu, là, il a essayé de saper un peu... C'est vrai qu'il a essayé de détricoter point par point toute la gouvernance. Oui, même Obama. le Obamacare, qui sort 50 millions d'Américains de la précarité sanitaire. Voilà, effectivement, s'ils sont malades, ils vont mourir. Il est venu la modifier de telle sorte que c'est de l'axificie, à peu près. Donc, lui, il ne croit qu'à l'argent, puisque vous savez qu'il est immensément riche. Il ne croit qu'à l'opulence pour eux, ceux qui sont en bas, là, il faut les écraser et passer. C'est ça la mentalité de la grande majorité des Américains. Parce qu'en fait, quand on parle des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que c'est plus de 244 ans. Plus de 2 siècles d'indépendance totale. Indépendance, je dis. Tout à fait. C'est en fait près de 10 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 9 800 000 kilomètres carrés. C'est près de 328 millions d'âmes. C'est un continent. Ce qui veut dire qu'il y a des Américains qui ne savent que l'Amérique, la grande majorité, pour eux, c'est l'Amérique. Le reste, ça n'intéresse pas. Donc, dans cette Amérique-là, heureusement qu'on a des chefs d'État comme Barack Obama qui sortent de par leur communication, leur exemple qu'ils donnent, travaillent à construire, n'est-ce pas, un autre citoyen américain. Parce qu'en fait, vous voyez, lors de la mort de l'assassinat de Floyd, George Floyd, mais ça a eu un impact social. Tout le monde s'est levé pour dire non, quelle Amérique nous avons aujourd'hui? Parce que Barack Obama, Trump a exacerbé ce clivage interethnique, ce clivage même religieux, ce clivage interclasse. Donc il était en train de détruire les fondamentaux qui étaient en train d'être en cause. La criminalité, c'est quelque chose qui existait sous Barack Obama aussi. La criminalité? Oui. Non, elle est beaucoup plus visible parce qu'en fait, Barack Obama, il sortait pour dire non, c'est pas comme ça. Par sa communication, tu sentais. Mais par la communication de Trump, c'est comme si je m'en foutais, quoi. Ça ne l'intéressait pas. Barack Obama a pris des mesures pour les armes sophistiquées, là, de les sortir dans l'arsenal. Mais lui, il est venu, il a dit, produisez comme vous voulez. Donc, il a enrichi l'industrie de l'armement, il a enrichi les industries, et il a appauvri les plus pauvres. Il y a notamment effectivement la bataille par rapport au port d'armes aux États-Unis. Il y a beaucoup de lobbies qui profitent de ce système-là. Mais il ne faut pas aussi avouer que c'est la Constitution qui permet à l'Américain lambda de se défendre. C'est un dossier auquel s'est attaqué Barack Obama, dossier qu'il n'a pas pu, on va dire, résoudre, puisque visiblement le port d'armes est toujours autorisé aux États-Unis. Est-ce que, selon vous, Trump a effectivement contribué à exacerber la tension, comme on le dit, mais il ne faut pas oublier que les tensions, ça existe, des Noirs africains qui se font tuer par des Blancs policiers, ça a toujours existé, ce n'est pas maintenant que ça commence. Bon, s'agissant de l'autre, c'est-à-dire de la reconnaissance de l'arme, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est vrai, leur condition leur a permis ça. Mais il faut quand même pouvoir réglementer. C'est ce que Barack Obama avait fait en son temps quand il était au pouvoir. Mais quand celui-ci est arrivé, Donald Trump est arrivé, bon, il a ordonné même l'utilisation d'armes dans presque toutes les villes de l'Amérique, des États-Unis. Donc c'est quelque chose qu'on devrait quand même normalement fustiger. Parce que n'importe qui ne peut pas quand même utiliser l'arme comme bon lui semble. Et comme mon co-débatteur le disait tout à l'heure, la situation du noir, comment disons, vous m'aidez là, le noir qui a été tué, George Floyd. Oui. Voilà, George Floyd, excusez-moi, George Floyd, est le cas le plus palpant qu'on ne peut jamais oublier dans l'histoire de l'Amérique sous Donald Trump. Donc, c'est vrai, la Constitution leur a permis d'utiliser l'arme, mais il faut pouvoir réglementer pour que nous n'assistons pas à cette dérive que nous avons vécu au niveau
sous Donald Trump. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'utilisation du port d'armes. Alors, sous nos tropiques, nombre d'anciens présidents sont critiqués dès qu'ils prennent part au débat public après leur départ du pouvoir. Visiblement, aux États-Unis, Donald Trump était très impliqué dans la campagne. Barack Obama, voilà, était très impliqué dans la campagne. Il est sorti à la rencontre des électeurs, il a tenu des meetings, il a appelé des personnes depuis leur maison pour leur réitérer, leur faire promettre de sortir, de voter, de mobiliser les gens. Est-ce que, selon vous, l'Amérique n'a quand même pas donné des leçons de démocratie au monde entier à travers cette élection-là aussi? Justement, moi, j'ai toujours dit que les élections à divers niveaux, dans ces pays comme les États-Unis, France et autres là, doivent être des leçons pour l'Afrique, des modèles pour l'Afrique. Parce que là-bas, c'est-à-dire ils ont le sens de l'alternance et la responsabilité de l'alternance. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, en Afrique, par contre, nous avons le sens de l'alternance, mais nous n'avons pas la responsabilité. C'est ce que nos dirigeants africains ne savent pas. Donc, ils ont le sens, ils ont dit, bon, le sens, c'est quoi? C'est que je veux que quand celui-là va quitter, je revienne. Je vienne au pouvoir. Mais une fois que lui il est là, il ne veut plus quitter pour laisser place à d'autres. Donc, Barack Obama, aux États-Unis en son temps, avait laissé le choix. C'est-à-dire, avait laissé le pouvoir à Trump. Il lui avait laissé le pouvoir. Maintenant, il est parti, Trump est arrivé. Mais Trump, normalement, ne devait plus se représenter. Ne devait plus se représenter. À mon humble avis. Il a le droit d'être candidat à un second mandat. Tout au moins, oui. À un second mandat, justement. C'est pourquoi il s'est battu pour lever. Mais malheureusement, bon, il est resté sur le carreau et c'est John Biden qui est venu. Donc, ce que les différentes élections aux États-Unis ou bien en France et en Russie et autres là, doivent être des leçons pour l'Afrique. Donc, voilà. Alors, oui, Kamala Harris, qui devient à 56 ans première femme vice-présidente, première femme noire vice-présidente des États-Unis, est-ce que selon vous, c'est ainsi, 8 ans, on va dire, sinon 12 ans après la session à la magistrature suprême du premier président noir des États-Unis? Ok, j'y viendrai, mais je voudrais, par exemple, sur le cas de la démocratie aux États-Unis, évidemment, Barack Obama est venu en Afrique pour dire que l'Afrique n'a pas des institutions fortes. Tout à fait, c'est un discours qu'il a tenu. Mais ça prouve qu'aujourd'hui, l'Amérique a des institutions fortes. Parce que nous avons trop de Trump en Afrique. Trump, là, il y en a plein en Afrique. C'est les Trump que nous avons en Afrique avec des institutions faibles. Par exemple, si par exemple les institutions américaines n'étaient pas fortes, mais Trump allait déstructurer toute la démocratie américaine. Il allait même amener la guerre civile aux États-Unis. Mais les institutions étaient tellement fortes, il fait les juges, etc. On lui dit, mais tu fais ton show, nous on fait ce qu'on a à faire. Alors que nous, en Afrique, nous n'avons que des Trump. C'est la raison pour laquelle la démocratie n'est tenue que par des hommes. C'est les hommes à la tête qui conduisent, qui sont des démocrates ou qui sont des dictateurs. Et malheureusement, en Afrique, on a les 95% de nos chefs d'État sont des dictateurs. Sont des dictateurs. Sinon, comment on peut dire à un ancien chef d'État d'aller se croiser les bras et laisser le peuple souffrir? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une aberration. C'est impensable. Ancien président a un statut d'aller s'asseoir. Si le peuple souffre, il n'a pas son mot à dire pour faire avancer le pays. Donc ceux qui le font, ils ont les germes de dictateurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont imbus par leur personne. Évidemment, il y a beaucoup de pays qui ne supportent pas ça. Il y a beaucoup de pays, quand le président de la République il sort, il se mure dans il se tait, quoi. On dit c'est les, comment dire, on appelle ça comment, secret d'État ou je ne sais pas quoi. Mais non, on ne peut pas exercer une fonction et voir que les fondamentaux que vous avez construits, et voir des autres détruire ces fondamentaux-là, et s'asseoir et croiser les bras, mais ça dit que c'est une complicité à la rigueur. C'est une complicité. Alors c'est ce que je voudrais dire. Maintenant, pour Kamala Harris, je crois que moi je suis convaincu que le jour où les femmes seront à 50% dans les sphères de décision du monde, le monde va changer complètement. C'est-à-dire que nous allons plus aller vers la paix et dans un monde équilibré.
Parce que la femme, en tant que responsable, est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus soucieux du rôle fondamental qu'il a par rapport aux hommes. Tout ce qui est détruit, c'est nous les hommes qui avons détruit. Tout ce qui est détruit là, c'est nous. La femme ne fait que construire nos dégâts. C'est ça la réalité. Parce que tu vois, si nous savions, parce qu'en fait, Trump, c'est l'image de la maman qu'il a fabriquée, qu'il a éduquée. Donc la femme, elle est fondamentale dans le fondement même dans le socle de la société. Quand la société va très bien, regarde le comportement des femmes, donc le comportement des femmes, ça va très bien. Quand vous allez dans une société où c'est la débandade, mais regarde le comportement des femmes. Donc la femme est au cœur, n'est-ce pas, du développement. Parce que le développement, il est d'abord humain, avant que ça soit matériel. C'est pourquoi vraiment, ça c'est une... Hillary Clinton a été candidat. Malheureusement, si c'était un homme, il allait passer. Parce que sa féminité a joué devant un Trump qui est un violent qui faisait du N'est-ce pas plutôt dans le cas Hillary Clinton, le passif qu'elle a traîné, notamment les affaires d'écoute téléphonique, l'histoire des mails, est-ce que tout cela n'a pas joué contre elle finalement? Parce qu'effectivement, elle était annoncée favorite. Mais Hillary Clinton et Trump, on a dit que c'est les Russes qui l'ont mis au pouvoir, tout ça là. Et Trump est beaucoup plus quand on diagnostique Trump, Hillary Clinton est beaucoup plus propre que Trump. Mais les Américains sont en train de le réélire. Heureusement qu'il y a un sursaut patriotique, tout le monde s'est levé pour dire non. On ne veut plus d'un Trump. Mais il allait être réélu, hein, parce que le score qu'il a fait est beaucoup plus important que l'autre score. Tout à fait. Je ne pense pas que c'est ça. C'est parce que c'est sa féminité qui a un peu joué, n'est-ce pas, sur le... Maintenant, l'Amérique est en train de montrer le cap. On a eu un président noir, une présidente femme au Libéria, je crois que c'est au Libéria ici. Tout à fait. Ellen Johnson Sirleaf. Mais durant tout son mandat là, il n'y a pas de trouble, il n'y a rien. Il est parti démocratiquement. Tranquille. Si c'était un homme là, il y a trouble là-bas jusqu'à présent. Nous, il faut qu'on reconnaisse que tant qu'on ne fait pas la promotion des femmes au poste qu'il faut, on pense que nous, on doit bander les muscles, c'est nous qui devons être là. Nous sommes en train de détruire le monde. Donc moi, j'encourage, et je sais que cette dame-là, on l'appelle dame de fer. C'est-à-dire que quand la femme joue son rôle, on dit dame de fer. C'est comme ça elles sont. La dame, vous la responsabilisez, le résultat est là. Alors, Kamala Harris, vice-présidente, est-ce que selon vous, cela peut changer un cap? Est-ce que selon vous, l'Amérique est aujourd'hui suffisamment préparée pour, pourquoi pas, laisser une femme briguer la magistrature suprême? C'est tellement qu'ils n'ont beaucoup étudié avant de la mettre là. Ils n'ont beaucoup étudié. S'ils ne l'ont pas étudié, ils n'allaient pas nommer Kamala Harris, c'est ça, non? Au poste de vice-président des États-Unis de l'Amérique. Et comme tout le monde le sait, la femme est le seul qui doit quand même toujours être à un niveau donné pour que les choses évoluent. Donc c'est le comportement de la femme qui quand même établit la sociologie entre les humains. Donc sa nomination à ce poste ou bien son élection à ce poste doit quand même nous réjouir tous, parce qu'on sait que quand elle sera là et que l'autre lui donnait la main, elle peut quand même, c'est-à-dire mettre beaucoup de choses à l'ordre, rétablir beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Donc, tout à l'heure, vous posez la question de savoir mais quelle est la chance pour l'Amérique par rapport à la nomination de Kamala Harris. Oui, parce qu'elle est noire. Après Barack Obama, je crois que c'est le deuxième noir, ou bien oui. La deuxième personnalité noire qui accède à une fonction très haute au niveau des États-Unis. Je me rappelle quand Barack Obama était là, il a fait des visites, il était en Afrique. C'était un espoir pour les Africains. Maintenant, s'il y a une deuxième personnalité qui est à ce poste-là, on ne peut que, c'est-à-dire, jouir de sa position. Parce que je sais que j'ai la pleine conviction que quand elle sera là, l'autre va lui laisser la main pour travailler et l'Afrique et les autres continents pourront quand même tirer beaucoup de profit. Voilà. Alors,
Non, il paraît que c'est la combinaison d'un Indien et d'un Jamaïcain. Oui. Maintenant, nous, on a pris ça pour notre compte, c'est bien. Alors, Donald Trump, à ce stade, n'a pas reconnu sa défaite et visiblement, il continuera à contester les résultats en arguant de fraude visiblement non étayée à ce moment. Est-ce que c'est une stratégie qui vous surprend? Mais Donald Trump a déjà dit pendant la campagne qu'il ne va pas reconnaître sa défaite. Il l'a déjà dit. Pour lui, c'est lui qui doit gagner. Deuxièmement, il a préparé son électorat à ne pas voter par la poste, ni par électronique, d'aller voter physique. Parce qu'il a préparé ce plan-là. C'est pourquoi il a dit, dès qu'il a su que la majorité de ses militants ont voté comme il l'a voulu, lui, il a dit d'arrêter le comptage. OK? C'est pourquoi j'ai dit heureusement qu'il y a des institutions fortes. C'est un Alpha Condé là qui est aux États-Unis comme ça. Heureusement qu'il y a des institutions le peuple, le citoyen américain est un citoyen à part entière. OK? Mais quand même, il est arrivé à créer de l'extrémisme, exacerber l'extrémisme. L'extrémisme existe, mais lui, il a donné beaucoup plus de force. Quand tu es extrémiste là, lui, il est content. Barack Obama. Comment dirais-je? Trump, ça lui fait plaisir. Regarde les mots, moi je n'ai jamais vu ces mots violents là, le débat entre Biden et Trump. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de propos en dessous. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que ça, c'est pas un modèle, ça, quoi. On traite de clown, mais le débat n'était. Le premier débat, Biden a été entraîné par Trump. Il l'a trouvé dans son jeu. C'est pourquoi, tout le monde a dit écoute, il faut aller avec ton tempérament parce que ce monsieur-là, il n'est pas normal. Si tu le suis, il va te dénaturer, il va changer ta nature. Alors, donc, moi, je pense que tout ce jeu qu'il fait comme ça, là, c'est pour amuser la galerie, mais il ne peut rien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il est en train d'extérioriser réellement ce qu'il est, lui. Ce qu'il est. En bon démocrate, les institutions se prononcent, mais en gentleman agreement, tu viens, tu montres le modèle. Mais ce monsieur-là, il n'a même pas il devait pas. C'est une faute fondamentale de le mettre président de la République. C'était une erreur. Alors, jusque-là, le président américain sortant n'a pas reconnu sa défaite. Il n'a pas appelé son challenger pour le féliciter. Le ministre américain de la Justice vient donc déjà de donner son feu vert, ce lundi même, à l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités. Quelle est votre lecture de cette bataille-là? C'est plutôt souvent sous nos tropiques que nous voyons des politiques contester systématiquement les résultats des élections. Là, aux États-Unis, le président de la plus grande puissance économique du monde refuse de reconnaître les résultats de l'élection. Ça m'étonne que Donald Trump conteste les résultats parce que ça témoigne de l'éducation qu'il a reçue, l'homme de violence qu'il est. Sinon, dans ces pays très développés démocratiquement, un président ne peut pas quand même contester un résultat. Bon, et comme on l'a souvent dit ici sur le plateau, ils ont des institutions très fortes là-bas. Donc je crois que même s'ils tentaient de remettre en cause et saisissaient les juridictions de ceux américaines, je pense à mon avis qu'il n'aura pas gain de cause parce que l'élection a été la plus transparente. La plus transparente parce qu'il y a deux ou trois systèmes de vote. C'est-à-dire on va voter directement et puis par la poste et puis un autre système. Électronique. Donc les choses sont surveillées de près parce que si les institutions américaines disent que c'est Joe Biden qui a gagné, donc d'abord c'est le propre de tout candidat. Celui qui a perdu ne veut pas d'abord accepter sa défaite. C'est le schéma, c'est-à-dire ce qui se passe en Amérique, se passe aussi en Afrique, avec les présidents, quand ils vont aux élections et quand ils ne rapportent pas, ils contredisent, ils contestent les résultats pour commencer par appeler le peuple à des protestations à travers des villes. Donc, mais le cas de l'Amérique me surprend, surtout par rapport à Trump. Trump, même son comportement ne doit pas me truc là parce que ça traduit l'éducation qu'il a reçue. C'est d'abord un homme très violent qui n'arrive pas à se maîtriser. Bon, pour quand même faire fermer cette page-là,
il n'aura pas gain de cause par rapport à ces allégations. Alors, premier président américain à être privé d'un second mandat depuis le républicain George Walker Bush, le père de l'ancien président. Est-ce que, selon vous, c'est sa politique de rupture qu'il est en train de payer à travers cette élection-là? Le fait qu'il rompe, on va dire, avec les habitudes américaine au niveau du poste de président. Est-ce que on lui reproche aussi, je vais dire, ce caractère, on va dire, banal, humain, le fait d'être sur les réseaux sociaux, de critiquer d'autres dirigeants, de parler comme il l'entend un peu partout? Est-ce que quelque part, il ne paye pas ça aussi, le fait de n'être pas dans, on va dire, dans des cases, comme on a l'habitude d'être tout le monde? Non, la politique de rupture positive paye. Mais la politique de rupture négative, par contre, heurte les consciences. Trump heurtait les consciences. Vous voyez, il est allé... il a mis sens dessus tous les droits internationaux. Aux Nations Unies n'est plus important pour lui, quoi. Les Nations Unies, là. Il est allé en Palestine, les droits qui sont là, aliénables, il a tout mélangé. Il est allé tuer le général de l'Iran pour exacerber les tensions. Il dit, bon, Organisation mondiale de la santé, je sors. Vous n'êtes que des comment dire, mais avec des mots, quoi. Il les insulte presque. C'est des vauriens, c'est des bandits. OK? Donc, il est, comment dirais-je, les trucs, les accords sur... notamment sur le climat. Le climat, oui. Il est sorti de ça. C'est-à-dire que ce monsieur-là, en fait, tout ce qui est normal, quoi, lui, il pense que c'est anormal. Il est le contraire de tout ce qui est normal. Ce que Trump connaît est que comment je vais faire pour gagner de l'argent. Regarde comment il est monté au pouvoir, il a diminué les taxes, les impôts. Mais ça profite qui? Il a combien d'entreprises? Oui, mais ça a permis de créer aussi des emplois. Quel emploi? Il y a des emplois qui ont été créés. Non, attends, je vais te dire une chose. C'est du leurre. L'économie américaine s'est relevée. Oui. Ça, c'est l'analyse d'une personne qui analyse les effets, mais n'analyse pas les causes. Quelles sont les causes profondes qui ont amené Trump à... C'est le travail de Barack Obama. Je dis c'est Barack Obama qui s'est échiné, il a transpiré. Parce que Barack Obama, si par exemple, le pays que Barack Obama avait pris, si Trump avait pris ce pays-là, il y aura la guerre civile en Irak. Il ne pourra rien faire du tout. Parce que ce n'est pas dans ce désordre-là qu'il pourra développer. Mais il a trouvé que Barack Obama a pris le pays où il y a une récession économique, il y a des guerres partout. Mais les gens se sont dit, ce monsieur-là, ce noir-là, est-ce qu'il va réussir? Mais en 8 ans, il a mis l'économie des États-Unis sur les rails. C'est de cela où lui, il a profité. Si le Obamacare a pu être fait, parce qu'il y a quelque chose dans la cagnotte qui a permis à Barack Obama de pouvoir au moins aider 50 millions d'Américains qui sont dans la précarité. Mais lui, il a profité de cela. S'il avait trouvé que Barack Obama avait mis un désordre économique, mais il n'allait pas en 4 ans. Tu penses en 4 ans, cette prouesse-là, cette performance-là, c'est parce que c'est son travail? Non. Il a trouvé des acquis déjà, des fondamentaux déjà très solides. Ça, il faut voir. Au moment où il a pris le pouvoir, allez voir l'état, n'est-ce pas, des États-Unis sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la stabilité. Mais Barack Obama a fait un travail extraordinaire. C'est de cela. Donc, lui, aujourd'hui, on veut lui attribuer ce résultat d'une façon entière. Non, ce n'est pas une analyse économique cohérente. Qu'est-ce qu'il a fait réellement depuis l'évolution? Le fait de diminuer les impôts, créer des emplois. Et regarde, le cas de l'immigration. Prenez l'immigration, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Il a bouclé les portes, il a créé un mur entre lui et le Mexique, et puis il divise la maman de son papa et de sa maman. C'est-à-dire qu'il prend des enfants, des migrants, il exporte les migrants et il laisse les enfants dans l'orphelinat. Ça, c'est inhumain, ça. Trump, c'est-à-dire qu'il a gouverné il n'a pas gouverné dans la sensibilité américaine, il a gouverné dans la sensibilité mercantile de l'Américain. C'est ça. Alors qu'il y a des mercantiles américains, des Américains, le vrai Américain, tout ça là, eux, c'est la suprématie. Tu vois, les extrémistes là qui sortent là, pour eux, ils sont les meilleurs, quoi. Mais il a permis à ces gens-là d'avoir une tribune parce que c'est à l'image du président de la République. C'est extrêmement dangereux. Alors,
Quelles doivent être les priorités, selon vous, Zahra Iyangbo, du nouveau président élu Joe Biden? Quels sont les chantiers prioritaires auxquels il doit s'attaquer, selon vous? Non, les chantiers prioritaires pour Joe Biden doivent être d'abord sur le plan de la diplomatie. Il doit, c'est-à-dire faire tout possible pour que la diplomatie soit établie au niveau des États-Unis et avec les autres continents qui tournent autour de l'Amérique. Après la diplomatie, il faut l'économie. C'est vrai, on a constaté que l'économie a quand même pris un envol au niveau sous Trump. Mais comme je viens de l'apprendre, c'est vrai que c'est le travail de Barack Obama. C'est Barack Obama, en 8 ans, a essayé de redresser l'économie au niveau des États-Unis. Donc, le nouveau président doit quand même tout faire pour travailler à ce que cette performance-là ne descende pas. Et il doit aussi travailler sur le plan. Bon, la technologie, nous n'allons plus parler de la technologie, parce que la technologie a tellement évolué aux États-Unis. Maintenant, la santé, il peut aussi travailler au niveau de la santé, parce que la santé, quand on abandonne un peu ce volet-là, je crois que ce n'est pas bien pour un pays. Je ne vais pas parler de l'éducation et des autres secteurs, mais surtout la diplomatie, parce que la diplomatie n'a pas du tout marché sous Donald Trump. Donc voilà les chantiers les chantiers prioritaires sur lesquels le président vous faites bien de parler de la santé. Le nouveau président a déjà annoncé la mise sur pied depuis ce lundi donc d'un comité d'experts et de médecins pour travailler à résoudre le problème du coronavirus. Voilà. Ça a été l'une de ses premières oui, annonces. Parce qu'en fait, il y a plus de 10 millions de cas et plus de 230 et quelques mille décès. Mais c'est extrêmement dangereux. Parce que ce monsieur-là, il a banalisé ça. Alors d'ailleurs, la preuve en est que pour reconnaître les militants de Trump, c'est ceux qui ne portent pas les masques. Lui, il a dit de ne pas porter les masques. Lui-même, il est tombé malade. Tu es tombé malade, tu es sorti, au lieu de dire aux gens, oh, porter des masques, je me suis trompé. Tu dis, c'est pas grave. Il a dit que c'est une petite grippe. Il a terrassé en 3-4 jours. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Maintenant, ce chantier-là est très important pour la stabilité parce qu'en fait, le Covid a touché de plein fouet les économies. Tout à fait. N'est-ce pas, sur le plan financier, etc. C'est dangereux. C'est pas plus dangereux que d'autres maladies, mais c'est dangereux parce que ça touche le manger, l'économie des gens. N'est-ce pas? C'est ça le problème fondamental. Vous voyez toutes les compagnies d'aviation aux États-Unis, etc. Il y a des licenciements, on te dit 10 000, 3 000, etc. C'est extrêmement dangereux parce que c'est lié à l'économie. C'est pourquoi le premier chantier doit être cela. Maintenant, en Afrique, par exemple, il y a d'autres chantiers. La Somalie, le Soudan, n'est-ce pas? Puisque l'Amérique est bien impliquée dedans. L'Éthiopie, la lutte contre le terrorisme, c'est un chantier qui est extrêmement important. Et je crois que aujourd'hui, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Russie qui sont très présents en Afrique. Et l'Afrique est le continent de l'avenir. Je crois que l'Amérique a pris conscience qu'il ne faut pas seulement passer par l'USAID et par Millennium Challenge Account. Il faut d'autres stratégies pour vraiment pas avoir la même mise, mais pour mieux raffermir la coopération gagnant-gagnant avec l'Afrique, qui est différent de ce qu'il a fait en Angola. Par exemple, il s'est impliqué il y a plus de 30 ans de guerre, 30 ans de mort, parce que tout simplement c'est la géostratégie. Je crois que ça, on a dépassé ça. Il faut faire à la Chine, à la Russie. Eux, ils ne viennent pas pour te dominer, ils viennent pour avoir une coopération et avoir vos ressources et vous faire des échanges, que chacun gagne. Je crois que si je parle dans ce sens-là, parce que les États-Unis d'Amérique, c'est le champion du néolibéralisme. Quel que soit le chef d'État, on dit les démocrates, ils sont beaucoup plus modérés que les républicains, parce que si vous voyez, s'il y a 10 guerres internationaux, parmi les 10, les 8 ont été enclenchés par les républicains. Les démocrates, eux, ils viennent pour faire le pompier, mais c'est les républicains, depuis Reagan, qui montrent les muscles, qui créent un déséquilibre dans le monde. Alors, si vous me permettez. Allez-y. Donc, si vous permettez, oui. Bon, je reviens un peu sur l'économie, et par rapport
aux chantiers sur lesquels le nouveau président doit travailler. Bon, je reviens pour dire ceci, que quand il était dans les sérails de Barack Obama, c'est lui qui a quand même piloté le projet de Millennium Challenge à compte. Tout à fait, la relance économique aussi. La relance économique, donc il doit pouvoir quand même continuer sur ce chantier-là pour que les pays africains qui puissent quand même jouir de ce projet ou bien de ce projet-là. Parce qu'il a été l'un des concepteurs du projet. Qui c'est? Oui, et Joe Biden. Non, c'est Bush. C'est Bush fils. En Bush fils. Oui, oui. Voilà. Donc, mais lui, il est venu quand il était dans les sérails. Il a renforcé, oui. Oui, quand il le voit, il est venu renforcer. Donc, étant président maintenant, il a le devoir, l'obligation de lui renforcer ça pour que les pays africains qui bénéficient de ce programme-là puissent quand même en souffler. Voilà. Alors, par rapport au réchauffement climatique, Joe Biden a annoncé qu'il reviendrait dans l'accord de Paris sur le climat, normal selon vous, puisque visiblement les États-Unis, c'est le numéro 1 en matière de production de gaz à effet de serre. On dit, mais c'est extrêmement dangereux, la destruction de la couche d'ozone, c'est la destruction du monde. Lui, il s'en fout, quoi. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'une personne qui pense à l'humanité, voilà, Trump ne pense pas à l'humanité. Make America great again. Non, d'accord, mais à lui, et puis à ceux qui gagnent l'argent. Ça suffit, les Américains. Mais quand même, on ne peut pas conduire le monde. On n'est pas isolé. La couche d'ozone, quand c'est touché, l'Amérique va trembler. Aujourd'hui, regardez le Covid-19. C'est une pandémie. Ça a laissé qui? Lui, ça l'a trouvé dans son palais là. Il a échappé. Mais non, quand même. Je crois que c'est aussi simple que ça. Ils vont remettre en cause tout ce qu'il a fait d'anormal. Et pour équilibrer, n'est-ce pas, la gouvernance. La gouvernance mondiale n'est pas équilibrée, mais pour apaiser la gouvernance mondiale, quoi. Par rapport à la gouvernance, Joe Biden pourrait avoir des problèmes pour bien gouverner si le Sénat reste contrôlé par les républicains. Le suspense est maintenu jusqu'au 5 janvier prochain, date à laquelle il y aurait un second tour d'une sénatoriale en Géorgie. Est-ce que, selon vous, c'est important pour le président élu d'avoir une chambre de Sénat à sa main pour pouvoir bien asseoir sa politique? Si nous considérons le système africain, surtout le système africain, je crois que la tâche sera très difficile de pouvoir contrôler l'Amérique si les républicains sont toujours en place. Au Sénat. Oui, au Sénat. Bon, maintenant, le système américain est différent de ce que nous voyons en Afrique, parce que les institutions sont tellement indépendantes, si bien que un président aux États-Unis ne peut pas avoir la même mise sur ce truc-là. Je prends le cas de Trump qui disait qu'il est plus fort que les institutions, mais qu'il est au-dessus de la loi. Mais il y a une juridiction qui lui a dit non, mais qu'il ne peut pas être au-dessus de la loi. Ça voudra dire que même le président est, c'est-à-dire l'institution est en dessous, bien au-dessous des lois. Donc, c'est vrai, nous pouvons avoir déjà cette concession que quand il y aura les républicains à ce niveau-là, la tâche lui sera un peu difficile, mais je crois que ayant des institutions fortes et très autonomes et indépendantes, le plan ne va pas se poser. Alors, bataille pour le Sénat, oui. pour ou contre? C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai vu Trump qui a limogé c'est le secrétaire d'État de la sécurité. Parce que ce monsieur-là, quand les gens manifestaient, il lui a dit de déployer l'armée sur la rue. Il a dit que ça, c'est pas l'affaire de l'armée. Et là, il n'est pas content pour ça. Mais c'est-à-dire que si c'était sous nos cieux ici, là, tu vas dire à un chef d'état-major, fait comme ça, le président, tu vas lui dire au président non. Mais c'est très rare. Alors que la sécurité est au service du peuple. Parce que c'est les impôts du peuple, le travail du peuple qui te paye. Ce n'est pas le président qui te paye, malheureusement. Cette compréhension-là, il faut que ça soit ancré dans nos démocraties. Maintenant, c'est pourquoi je dis au niveau du Sénat, même si les républicains, mais s'ils voient que ce que le président a amené est très bon, c'est important pour le pays, mais ils vont voter pour lui. Ils ne vont pas lui mettre les bâtons dans les roues parce que tout simplement d'une façon politicienne. Parce que le citoyen américain a un niveau de compréhension qui fait qu'ils vont distinguer au niveau du Sénat ceux qui sont en train de travailler pour le pays et ceux qui sont en train de travailler pour juste de la politique politicienne. Alors,
Par rapport au gouvernement, il est visiblement en train d'échanger avec Kamala Harris pour que les femmes et les minorités occupent une large place dans le prochain gouvernement des États-Unis. C'est quelque chose que vous encouragez, c'est quelque chose qui visiblement sera matérialisé aux États-Unis prochainement. Parce que les minorités ont beaucoup voté pour lui. Les minorités l'ont beaucoup, parce que enfin, c'est 90% des Afro-américains et les autres minorités qui ont beaucoup voté, ils ont voté pour qu'il y ait un changement, parce qu'ils ont senti de plein fouet la gouvernance de Trump qui les a vraiment martyrisés à la base. C'est extrêmement dangereux. Ils ont fait un sursaut patriotique pour dire non, ce monsieur-là, on ne doit plus avoir un président comme ça. Je crois qu'il doit tenir compte de cela dans la configuration, dans l'attelage gouvernemental, pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, une meilleure gouvernance. Et même Sanders qui lui a... Le sénateur Bernie Sanders. Oui, parce que Sanders, lui, c'est un révolutionnaire. Souvent, aux États-Unis, quand on dit on est socialiste, pour ça, c'est insulté. L'Américain ne doit pas être socialiste. Donc, Sanders, il a été marginalisé, mais il a eu des adeptes parce que son discours avait accroché. C'est pourquoi ils ont eu un accord. Donc, il doit satisfaire Sanders aussi également, parce que Sanders aussi se bat pour les minorités. Et c'est extrêmement important. Mais ce que je voudrais souligner aussi, nous pensons que l'analphabétisme politique, c'est en Afrique seulement. Mais même aux États-Unis, là, il y a trop d'analphabétisme politique. Vous savez, il y a d'autres qui ont voté pourquoi? Parce que tout simplement, il y a d'autres qui disent que Covid n'est pas vrai, c'est un complot. Les Américains qu'on interroge qui disent non, Covid c'est un... Comme on le dit en Afrique ici, moi je crie au scandale. Mais en Amérique, ils disent que Covid c'est une invention, c'est pas vrai, c'est les gens qui veulent imposer le système. Mais comment tu peux imaginer? Il y a des gens qui ont voté parce que tout simplement, ils te donnent des arguments qui n'ont rien à voir avec la politique. Donc vous savez, c'est pourquoi l'Afrique, n'est-ce pas, a beaucoup à apprendre. Mais on doit apprendre nous-mêmes par l'existant, n'est-ce pas? Mais quand on dit qu'on va faire référence au modèle, le modèle démocratique américain n'est pas un modèle que le Sénégal et l'Afrique doivent copier. Le modèle démocratique français, c'est pas un modèle que l'Afrique doit copier. L'Afrique doit s'adosser sur ses valeurs endogènes et être en communion avec son peuple et créer son propre modèle, parce que la démocratie, elle est universelle, mais elle est spécifique selon les endroits et les populations. Donc, le modèle démocratique américain, pour moi, ce n'est pas un modèle qu'on doit copier et amener en Afrique. C'est un modèle à eux qui a fait 244 ans d'existence, mais elle est à parfaire. Heureusement qu'ils ont des institutions vraiment qui disent non. Alors, 100 ans après le 19e amendement qui reconnaît le droit de vote pour les femmes, 55 ans avec la loi sur le droit de vote, et maintenant en 2020, une femme qui accède à cette fonction-là, Kamala Harris, a, dans son discours introductif de la sortie de Joe Biden, a rappelé la longue lutte des femmes aux États-Unis pour mieux être. Elle a placé aussi son élection sous ce sceau-là et a promis que son accession à la vice-présidence ne serait pas la dernière pour les femmes aux États-Unis. Il y a beaucoup d'espoir porté en elle, beaucoup d'espoir qu'elle traduit aussi. Est-ce que, selon vous, c'est un message qui a un écho? C'est un message qui doit avoir normalement d'écho. Parce que, tel que moi, je l'ai suivi dans son discours. Souvent que je ne suis pas arrivé à quand même m'expliquer tous les mots, puis c'était en anglais, mais ça, un discours en anglais. Tout à fait. Je ne suis pas arrivé à me retrouver dans certains mots utilisés. Mais sinon, en conclusion, c'est que elle veut qu'elle ne soit pas la dernière femme dans les silages politiques américains. Donc il faudrait que d'autres femmes lui emboîtent les pas. Et avant que d'autres femmes lui emboîtent les pas, il faudrait que ces femmes-là, puis c'est ce que nous constatons, souvent les femmes ne sautent pas la tête quand même pour dire, bon voilà, moi je sais pas si ils n'aiment pas démontrer leur talent ou bien montrer leur talent. Ou aller en politique. Ou aller en politique. Alors que c'est pas la politique, tu peux accéder à ces différents postes-là. Donc comme déjà le président élu, le nouveau président le dit déjà, il peut quand même œuvrer à ce que, à faire la promotion des femmes, de cette minorité de femmes qui sautent la tête en politique,
peut déjà c'est-à-dire composer avec eux dans son gouvernement. Ce serait déjà un début d'espoir pour la dame qui se sent déjà, en tout cas, selon ce qu'elle a dit, il ne faudrait pas qu'elle soit la dernière femme dans les scénarios politiques américains. Donc ce serait un début d'espoir pour cette dame-là. Alors, bilan de la politique de Donald Trump en Afrique et perspective pour le nouveau président Donald Trump en Afrique. Alors là, je crois que... Bon, je voudrais, avant de venir à ça, je voudrais rappeler I Have a Dream de Martin Luther King, qui s'est concrétisé par la venue de Barack Obama. Tout à fait. OK. Mais cette Harris Kamala est une combattante pour la promotion, pour les conditions de la femme. Et c'est elle qui est à ce poste-là. C'est tout un symbole et concret, n'est-ce pas? Je crois que c'est extrêmement important. Moi, quand je dis femme, je ne me situe pas dans femme noire ou femme blanche. Femme d'une manière générale, parce que les femmes ont les mêmes conditions, qu'elles soient occidentales ou africaines. Ils ont les mêmes dénominateurs communs. Elles sont primées, elles ne sont pas... Il n'y a pas une égalité dans la tête des hommes que l'autre, mon vis-à-vis. Heureusement, eux, ils sont très avancés. Mais maintenant... Trump, sa politique africaine, c'est un échec. Il n'a rien. Bon, mais il est présent en Somalie parce que c'est forcé. Hein. La Somalie, l'Éthiopie, etc. Ils sont en train de former les militaires. Parce que l'Amérique ne vient pas en tant que force militaire. Ils viennent pour restructurer l'armée, aider l'armée à mieux se prendre en charge. C'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire par ailleurs, quoi. Je crois que dans le CENSAD, la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, ils vont s'impliquer, ils doivent venir s'impliquer pour aider à stabiliser également ce que la France et les autres pays sont en train de faire. Jusqu'à présent, on ne voit pas de résultats plausibles. Alors, je crois qu'également, ils doivent continuer à lutter contre les Chebab, parce que en fait, le terrorisme, c'est un fléau. Et ce terrorisme-là, bien sûr que c'est des gouvernants antécédents qui ont créé ce nid de terrorisme par leur politique, par l'Iran, par l'Irak, par la Syrie. C'est leur politique inégalitaire, c'est leur injustice, c'est la raison du plus fort qui a créé tout ce terrorisme. Et ça retourne contre lui, ça a retourné contre eux avec la frappe de Ben Laden, ok, paix aux âmes des gens qui sont partis. Mais c'est ce qui continue. Et la France est venue accentuer le problème en détruisant la Libye. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans la même situation. Je crois que pour une puissance comme les États-Unis, pour mieux aider la politique africaine, pour mieux aider, en dehors du Millennium Challenge Account, il faut aider à sécuriser. C'est-à-dire qu'avoir la démocratie en Afrique et avoir la sécurité en Afrique, n'est-ce pas, lutter contre le terrorisme. C'est extrêmement important. Alors, par rapport aux perspectives, que retenez-vous du passage de Donald Trump sur le continent africain et quelles sont les perspectives que le nouveau président doit avoir? Bon, perspectives par rapport au président Trump, est-ce qu'il a encore de perspectives? Il vient de passer de l'autre côté du rideau. Non, son bilan. Son bilan, bon, s'agissant de son bilan, c'est un bilan, à mon avis, négatif. Hein, à mon avis, parce que ses présences constantes en Somalie, en Éthiopie, c'est juste pour comme nous le disons vulgairement, le match vu. C'est-à-dire, il n'est pas venu pour quand même véritablement aider ces pays en crise pour à se relever ou bien à trouver une satisfaction. Mais au contraire, il est venu pour gérer ses propres intérêts. C'est de cette manière que j'analyse ses présences en Somalie, en Éthiopie et dans certains pays et au Soudan. Bon, maintenant, perspective pour le nouveau président. Pour le nouveau président Joe Biden, je crois qu'il y aura beaucoup à faire, comme on vient de le dire, puisqu'il avait piloté entre-temps le programme Millennium Challenge, comme il est là, il doit pouvoir quand même renforcer ce programme-là afin d'aider les pays africains à mieux se développer. Par rapport à la sécurité aussi, je crois que sur les terrains de guerre, de crise et autres là, il doit mettre l'arsenal sécuritaire pour permettre à ce que ces pays-là retrouvent la paix et la sécurité. Alors, le plan proposé par Donald Trump pour résoudre le conflit au niveau
du Moyen-Orient, selon vous, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette région-là du monde où effectivement il y a le terrorisme qui s'est implanté durablement, il y a des conflits, des personnes, on va dire, désarmées meurent tous les jours en Palestine, le positionnement des États-Unis par rapport à Israël, qu'est-ce qui doit être fait dans cette région-là? Le respect du droit international. Vous savez, actuellement, c'est pourquoi le fait que Trump soit parti et que les démocrates viennent, ça rassure l'Iran, ça rassure l'Irak, ça rassure presque l'Égypte, parce que l'Égypte est un partenaire privilégié de... L'Égypte a déjà félicité Joe Biden. Biden déjà. Ça sécurise l'Égypte. Parce qu'en fait, le droit international a dit 2 États palestiniens. 2 États, Palestine et Israël, qui doivent cohabiter. Jérusalem est une capitale internationale. Lui, il est venu là, il a mélangé tout. Mais je crois qu'il n'a pas mélangé le droit international. Il a mélangé, lui, ce qu'il veut par la force, en ouvrant, n'est-ce pas, une ambassade à Jérusalem. Ça, c'est une violation des accords. Alors, je crois que Biden, il veut revenir à ces accords internationaux. C'est-à-dire que quand on se met à violer ces accords-là, même la souveraineté des États, un jour, s'il était là, il va se réveiller, décréter un jour que le Bénin, son territoire, là, ça commence pour Cotonou. Tout le reste, c'est pas le Bénin. Il ose le faire. Il s'en fout. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'en fout des droits. Pour lui, c'est lui qui est le droit. C'est extrêmement dangereux. Donc, il y a ce qu'on appelle la gouvernance mondiale déséquilibrée. Ça, on le sent déjà. C'est déséquilibré parce que les Nations Unies, le droit de veto, tout ça là, l'Assemblée nationale, c'est pas respecté. 5 pays, un peut se lever pour bloquer tout. C'est pourquoi les résolutions qui sont en faveur de la Palestine, il y a combien de résolutions? Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 résolutions qui sont votées par l'Assemblée générale. Mais rien n'est respecté. Mais le droit de veto les bloque. Et les négociations continuent. Mais lui, il est venu, il a dérangé tout ça. L'accord nucléaire avec l'Iran, qui est important, qui est arrivé à une phase où les clauses étaient en train de respecter. Il est venu, il a détruit tout ça. Tout à fait. L'Iran s'est radicalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Iran a tendu la main à l'Union soviétique et à la Chine par des accords de coopération très musclés. Toute la technologie, les transformations routières, etc., l'Iran a donné ça tous aux Chinois. Aujourd'hui, l'Amérique, c'est-à-dire que, tu vois, les BRICS sont là. Mais en dehors des BRICS, il y a des forces qui s'organisent. Parce que qu'est-ce que l'URSS et la Chine sont en train de travailler? C'est travailler pour attaquer le dollar américain. Ah oui. Ce qui a exacerbé ce combat-là, c'est Trump. Trump a mis l'Amérique en danger et il est en train de vulnérabiliser l'Amérique. Parce que les forces sont levées contre les États-Unis et là, on ne peut plus l'arrêter. Cet axe-là, axe l'Iran, la Russie, la Chine, mais c'est un axe qui va marcher et il y a des projets très sérieux pour ces pays-là. L'Amérique ne peut rien faire. Sakai Yongo, votre mot de fin, c'est bien la fin de cette émission. Bon, le mot de la fin, c'est espérer que le nouveau président élu des États-Unis quand même puisse travailler à redresser la pente qui est en train de tomber. C'est-à-dire de redresser, c'est-à-dire à travailler véritablement pour que l'Amérique, au plan diplomatique, au plan sécurité, au plan santé, puisse quand même se retrouver. Voilà, vous êtes Zakari Gambo, journaliste des publications du quotidien La Flamme du Golfe. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis.
if they want to get you, they'll get you.